Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Aquino. Les doy la bienvenida a la clase maestra del director francés Laurent Canté en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Gracias a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú, la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M, nuestro auspiciador El Comercio y a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en el Perú y la Embajada de Francia en el Perú, a la que agradecemos especialmente por su colaboración y su apoyo para contar con la grata presencia de Laurent Canté este año, así como para poder ofrecer al público una retrospectiva de su cine con las películas El empleo del tiempo, La clase y Regreso a Ítaca. Un agradecimiento también a Ejeda Perú por el licenciamiento a nuestro festival. Nos acompañan Fernando Carballo, filósofo y periodista peruano, y Laurent Canté, nuestro homenajeado en esta edición de aniversario del Festival de Cine de Lima PUC. Director, guionista y director de fotografía, Laurent Canté tiene una trayectoria de más de 20 años. Su obra, tan galardonada y comentada en su momento, adquiere una particular relevancia a la luz de los tiempos y desafíos actuales en nuestra sociedad contemporánea, abordando cuestiones como el trabajo, el mundo sindical, la educación multicultural y sus tensiones con el entorno familiar. En su filmografía cuenta con películas como Recursos Humanos, ganadora de 2 premios César y del premio al mejor director Nobel en el Festival de San Sebastián del año 99, El empleo del tiempo, que obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia del año 2001, y La clase, galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año 2008, entre otras obras como Foxfire, Regreso a Ítaca o El taller de escritura. Sin más, doy la palabra a Laurent y Fernando para iniciar el diálogo. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a los responsables del Festival de Cine de Lima que han hecho posible este encuentro, este diálogo con Laurent Canté. Pour moi, c'est d'autant plus satisfactoire que j'habitais la France lorsque Laurent Canté est apparu dans le monde du cinéma français. Lui, il est né dans l'ouest de la France, un enfant des instituteurs, l'année 61. Il vient donc de fêter 60 ans récemment, il y a quelques semaines. Et très jeune, a commencé à faire des courts-métrages dès les années 80. Mais ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'elle se fera connaître partout en France à cause d'un film qui a frappé les esprits par la nouveauté qu'il apportait comme cinéma, mais aussi par la façon dans laquelle il dialoguait avec son époque en France. Et l'époque en France était marquée par une loi qui avait changé beaucoup le monde laboral en réduisant à 35 heures le nombre d'heures que devaient travailler, et semaines de 35 heures. Le film qu'il a fait connaître s'appelle Ressources humaines, qui, comme on sait, c'est un département des entreprises, et que d'une façon assez exceptionnelle pour l'époque, et toujours aujourd'hui, s'est passé surtout à l'intérieur d'une usine. Et les personnages étaient des ouvriers, dans un moment donné où le monde laboral, je répète, était bouleversé par la réduction de la semaine laborale à 35 heures. Le film Ressources humaines, dans ces cadres-là, crée une histoire d'un rapport entre fils-père, qui est sans doute un des sujets de l'œuvre de Laurent Canté, puisqu'il s'agit de la rencontre d'un père ouvrier en fin de carrière, sur le point de prendre sa retraite, et son fils, jeune, qui vient d'être diplômé d'une école de commerce et qui s'incorpore au cadre d'une entreprise qui va profiter de cette loi de 35 heures pour limoger quelques travailleurs, c'est-à-dire, comme on dit, avec les langages crus du monde des cadres, dégraisser. Bon. Donc, c'est le fils qui doit dégraisser, qui découvre que dans la liste des candidats à être mis à la porte figure son père, qui est un ouvrier opposé aux syndicats, d'une part, et aux grèves,
par amour et par identification avec son usine et sa production. Donc, c'est la rencontre inattendue entre un ouvrier sexagénaire et qui croit vraiment à la dignité de son travail et de sa production, et un fils qui finit par ne pas croire au boulot que lui demandait de faire. Donc, je répète, j'étais témoin de l'impact que ces films, par la sensibilité dans la présentation de ces personnages et par le rapport ouvrier-encadrement d'entreprise qui coïncide avec père-fils, avait marqué une génération de spectateurs du cinéma et qui a ouvert une œuvre qui commençait, a eu un pas très important avec l'obtention du prix majeur du Festival de Cannes l'année 8, avec un film qui portait aussi sur un sujet social majeur, comme c'est l'école et l'éducation. Mais je vais commencer demandant à Laurent Canté comment il a réagi et s'il a été surpris lorsqu'il a découvert que ce film Ressources humaines avait un écho dans la société qui est assez exceptionnel dans les premiers films d'un cinéaste, comme c'était votre cas à la fin des années 90. Oui, ça a d'abord été, effectivement, bonjour à tous, excusez-moi, ça a évidemment été une énorme surprise, d'autant que le film était un film presque expérimental dans sa façon de le réaliser. Le scénario avait été écrit, mais les dialogues étaient presque écrits au style indirect, parce que j'avais décidé de travailler avec des acteurs non professionnels, qui étaient des ouvriers pour jouer les rôles des ouvriers, qui étaient un patron pour jouer le rôle du patron, une syndicaliste qui joue le rôle de la syndicaliste, et j'avais besoin d'entendre leur façon de parler, j'avais besoin de voir comment eux réagissaient aux propositions que je leur faisais. Et comme toujours, je pense que la mise en scène, c'est presque avant tout la création d'un dispositif qui va permettre que les choses puissent se produire devant la caméra. Et là, l'idée était de réunir tous ces gens pendant très longtemps avant le tournage. Pendant 8 mois, on a répété 2 ou 3 fois par semaine pour enrichir le scénario de la réalité de leur vie, de la réalité de leur façon d'être et de leur façon de parler. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je ne savais même pas si de tout ça allait naître un film. Et le film est né avec pas mal de temps passé donc à travailler ensemble, beaucoup de temps passé à trouver une usine qui accepte qu'on tourne dans ses locaux, parce que pour moi aussi, là, pour rendre compte de l'ambiance d'une usine, je me suis dit qu'il fallait trouver une vraie usine et essayer juste d'être là presque en douce dans un coin de l'usine pour vraiment profiter de l'ambiance de l'usine, des gens qui passent, des bruits. Et donc, on a eu beaucoup de mal parce que c'est vrai que trouver un patron qui accepte qu'on vienne organiser une grève, même fictive, dans son usine, c'était pas très facile. Donc le film s'est fait. Il faut dire une chose quand même, c'est que le film s'est fait parce qu'il était au départ un téléfilm. C'est-à-dire que c'est Arte, une chaîne culturelle franco-allemande, qui l'a produit au départ. Et que je ne suis pas sûr que dans un cadre de production de cinéma, j'aurais pu convaincre un producteur et des financeurs pour faire ce film qui effectivement allait un peu à l'encontre d'un courant du cinéma français à l'époque qui ne regardait peut-être pas la société avec autant de précision que ce que j'essayais de faire, quoi.
Et puis le film a été montré dans des festivals, a reçu un accueil très, très fort, en particulier au Festival de San-Sébastien, où j'ai eu prix du jeune réalisateur, je ne sais plus exactement comment s'appelle le prix, et des exploitants ont demandé à pouvoir montrer le film dans les salles, et finalement on a obtenu l'autorisation de le sortir en salle. C'est-à-dire que ce téléfilm est devenu un film de cinéma, après avoir été montré à la télé un soir. Et sans cette liberté que m'a donné ce mode de production, et puis aussi la légèreté, du financement, parce qu'on a fait ce film pour très très peu d'argent, j'ai l'impression que le film n'aurait pas eu le même, du coup, même pas la même forme, et peut-être pas le même retentissement qu'il a eu. Une chose qui me frappe avec vous, c'est que on vous présente toujours comme un auteur qui a des sujets très forts, sujets sociologiques, sujets philosophiques, sujets poétiques. Vous avez même nommé un de vos films Retour à Ithaque, d'après Homère, mais aussi d'après un poème de Constantin Cavafis. Mais pourtant, lorsque vous parlez, vous, de vos œuvres, vous parlez surtout sur votre méthode. Et là, vous venez de nous dire que c'était un film expérimental dans sa façon de se réaliser. Et puis, vous avez employé l'expression « il faut que devant les caméras, quelque chose arrive ». C'est-à-dire que votre pensée est d'abord adressée au métier lui-même, aux règles et aux méthodes de votre façon de faire du cinéma. Et on dirait donc que les sujets de vos films, qui pourtant sont très forts, pas du tout banals, viennent après. Non, 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 le sujet vient au début, mais chaque film impose une façon d'être réalisé. Chaque film impose une forme. Et c'est vrai que mes films, bon, entre ressources humaines, qui a quelque chose de très presque documentaire dans la forme, et même l'emploi du temps, le film que j'ai fait juste après, où là, je me suis quand même beaucoup plus attaché une mise en scène plus formelle et peut-être un peu moins rugueuse que dans Ressources humaines. Et puis, bon, si on va plus loin, si je pense à Entre les murs, Entre les murs est là aussi un film de dispositif. Il fallait trouver une façon de, de, de faire, de faire que cette classe que je filme devienne un espace de parole dans lequel ce que j'avais envie de faire dire à ces jeunes gens surviennent à un moment ou à un autre du tournage. On avait un scénario, bien sûr, mais ce scénario, personne ne l'avait lu, les élèves ne l'avaient pas lu. Et juste, je leur donnais quelques indications au début de la journée en leur disant, bon, alors, là, on va parler de ça. Tu te rappelles, dans une répétition, tu avais dit ça, et j'aimerais bien que tu le recases à un moment. Et voilà, là, c'était à nouveau un dispositif qui a donné sa forme au film et qui, pour moi, est l'essentiel de la mise en scène, si vous voulez. D'accord. Après j'ai quand même aussi... bon, j'ai eu cette image de cinéaste social. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est effectivement de décrire la complexité de notre société, mais de la décrire à travers la façon dont les personnages vont s'y incarner et vont s'y débattre. C'est-à-dire que la politique m'intéresse à partir du moment où elle est à la première personne, où elle est voilà, un individu qui va se confronter à un monde compliqué, et c'est cet individu-là qui m'intéresse, et c'est pas le concept politique ni sociologique que je vais explorer. Je vais juste voir comment un individu va trouver sa place dans cette complexité-là. Et dans ressources humaines, par exemple, c'est l'exemple peut-être le plus clair, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle des 35 heures, on parle du monde de l'entreprise, on décrit les rapports très conflictuels qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise,
mais on le fait à travers quelque chose de très, très émotif, qui est cette relation père-fils, qui est bousculée par le contexte dans lequel elle se déroule, quoi. D'accord. Je voudrais que vous développiez un peu ce concept. Quelque chose doit arriver devant les caméras, puisqu'il semblerait que dans votre esprit, ce concept va au-delà du scénario. Vous avez souligné que vos films ont des scénarios bien faits et très, disons, soigneusement. Et souvent, vous les avez fait avec des collaborateurs, Bégodeau pour les cas de Entre les murs, et puis Padura, l'auteur cubain pour les cas de Retour à Ithac. Mais Et pourtant, pardon? pendant très longtemps, j'ai écrit avec Robin Campillo, qui est mon copain depuis toujours et qui est le réalisateur de 120 battements par minute, entre autres. Oui, 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 d'accord. Mais bien que donc vous attachiez beaucoup d'importance au scénario, pourtant, ce que vous attendez d'un film, ce qu'il permet que quelque chose arrive devant les caméras. Comment vous définiriez ce quelque chose? Ce quelque chose, d'abord, c'est souvent un accident, quelque chose qui n'avait pas été prémédité et qui s'impose parce qu'un acteur a une réaction particulière à un moment ou à un autre de la scène qui emmène la scène vers quelque chose de plus intéressant que ce que moi j'avais prévu, par exemple. C'est aussi une façon de capter ces toutes petites choses, souvent indicibles, qui font que les personnages sont... Enfin, on est avec les personnages parce que la distance à laquelle ils se trouvent de la caméra va être juste à ce moment-là, ou parce que la, l'hésitation même qu'il peut avoir parce qu'il ne sait plus trop où il en est et que cette hésitation lui donne parfois un ton de vérité plus grand. Et c'est un peu tout ça que j'aime capter. C'est-à-dire que moins je fabrique, plus je suis content sur un tournage. Vous avez employé là l'expression que je trouve très belle, un ton de vérité plus grand. Dites-nous quelque chose sur ce rapport que vous avez avec la vérité, puisqu'en effet, on a beaucoup souligné ça, que vos films semblent plus vrais que la réalité. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a d'une part, effectivement, une dimension presque documentaire que je donne à chaque plan que je fais parce que j'aime bien justement capter quelque chose de l'époque, quelque chose de... Voilà, mais ça peut tenir à la décoration d'une pièce, ça peut tenir à un accent d'un personnage, ça peut tenir à... Mais c'est aussi une espèce de vérité intérieure de chaque personnage qu'on recherche toujours quand on fait un film. Avoir le sentiment que ce personnage n'est pas en train de jouer, mais de vraiment incarner la scène. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on recherche quand on fait un film, mais que parfois ça marche, on ne sait pas toujours pourquoi, et que quand ça se produit, il y a quelque chose de très émouvant quand on est derrière la caméra et qu'on sent que oui, là ça y est, là il s'est passé ce regard qui a duré un dixième de seconde, mais qui donne tout le sens à la relation des deux personnages qu'on est en train de filmer, par exemple. On a dit aussi à propos de vos films principaux en tout cas, que leurs personnages ne sont en général pas ni admirables ni méprisables. Vous vous reconnaissez dans cette présentation de vos personnages? Oui, en tous les cas, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de filmer des personnages sans les juger, de raconter leur histoire sans les juger, sans les condamner. Quelle que soit la difficulté qu'il peut y avoir à les suivre, moralement, je veux dire même. C'est vrai que mes personnages sont souvent des gens très seuls qui cherchent leur place dans un groupe.
Mais s'ils sont seuls, c'est pas par hasard. C'est souvent parce que c'est des personnages qui sont difficiles à accepter tels qu'ils sont. Euh, et je pense que oui, le film, il est fait pour leur donner une chance, pour les écouter vraiment, pour écouter la complexité de leur personnalité et de leur histoire, plutôt que de dire, voilà, lui c'est vraiment un salaud et on ne devrait pas l'écouter. Ça donne lieu souvent à des débats à l'issue de mes films qui sont parfois très, très compliqués parce que forcément entrent en ligne des questions morales que j'essaye de ne pas me poser quand moi je les rencontre. Et, et c'est vrai que voilà, un personnage qui serait trop pur, trop parfait, d'abord, ne me semble pas forcément très réaliste. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas pur, qu'on n'est pas parfait, qu'on a plein de défauts, qu'on a plein de, de faiblesses, de lâcheté, et que ces faiblesses, ces lâchetés, elles font partie de nous et qu'elles créent aussi la richesse d'un personnage. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai commencé une phrase trop longue, désolé. Non, mais Euh, c'est bien, on vous comprend. voilà. Et puis après, il y a aussi le fait que aucun, aucun personnage ne peut se réduire à, à une image. C'est-à-dire que, et c'est là qu'un film peut être intéressant, c'est que le film permet de développer, ne serait-ce que par des ellipses ou par des points de vue différents, des regards différents sur un même personnage. Et donc peut-être aussi des façons d'être de chacun face à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même quand on parle à son père que quand on parle à son patron. On n'est pas le même quand on parle à un professeur ou à un ouvrier. Voilà. Et toute cette complexité de l'humain, pour moi, c'est ce qui est le plus agréable à rechercher quand on fait un film. Quoi. Il est clair que ce que vous venez de dire, complexité de l'humain, ce qui rend, d'après vous, c'est la partie la plus agréable de faire un film. Mais je me demande s'il n'y a pas en espagnol une tendance à limiter un peu cette complexité. Je ne sais pas si c'est la langue, si c'est le traducteur. Je ne veux pas critiquer non plus notre industrie cinématographique, mais ça m'a frappé que votre film Emploi du temps, qui est un titre très subtil et très complexe en fait, en espagnol s'appelle Tiempo de mentir, temps de mentir, qui est une traduction simplificatrice. Hein? Je suis pas sûr que ce soit le cas en Espagne même. Je pense que Mais oui, c'est le titre qui, peut-être oui, en Amérique du Sud, peut-être. Tiempo de mentir, alors qu'en français s'appelle L'emploi du temps. Et puis, les films Entre les murs, qui porte un titre magnifique, d'ailleurs, qu'une partie de sa réussite tient à ce titre, non? Entre les murs. C'est vrai que ça fait penser au huis clos et à Sartre, enfin, toute une tradition philosophique. En espagnol, signifie la classe. C'est pas la même chose, il y a une certaine complexité que chaque. Et puis, les films sur Cuba, Retour à Itac, qui est une façon sophistiquée, disons, de désigner ce qui se passe 7 días en La Habana. Ce n'est pas la même chose. Et puis, un film qui portait un titre que j'aime beaucoup aussi, Vers le Sud. Vers le Sud. En espagnol, s'appelle Bienvenidas al Paraíso. On pourrait donc soupçonner que cette volonté à vous de complexité, de rendre la complexité de l'humain échappe un peu à la traduction espagnole. Bon. Je pense que les distributeurs ont aussi un peu peur de titres qui font peur, justement. Entre les murs, pour eux, ça les renvoyait à l'idée de la prison, ce qui, évidemment, est une des composantes du titre en français aussi, mais que voilà, ils ont eu peur d'être trop littéral dans la traduction, je pense. Revenons à vos idées sur la méthode. Il y a trois choses que vous faites souvent. Numéro un, travailler avec des acteurs non professionnels. Numéro deux,
travailler avec plusieurs caméras à la fois qui focalisent, protagonisent des personnages différents. Et numéro 3, laisser courir la scène jusqu'à, pour ainsi le dire, sa fin naturelle, ce qui peut faire des scènes très longues. Expliquez-nous sur ces 3 éléments de votre façon de faire du cinéma. Alors, les acteurs non professionnels, pour moi, c'est quelque chose d'abord de très naturel, parce que je pense que là aussi, j'ai mis au point progressivement une méthode de travail avec eux. Mais avec eux, je travaille très en amont du film. On répète beaucoup, mais ces répétitions, c'est plus des improvisations que des répétitions. Et j'ai l'impression de me nourrir de toutes ces rencontres. J'ai l'impression d'enrichir le scénario. C'est-à-dire que il m'est arrivé, en particulier, je pense à ressources humaines. Moi, je n'ai jamais travaillé en usine. Mes parents n'étaient pas ouvriers. C'était pas un milieu que je connaissais très bien. Et du coup, j'ai fait des hypothèses. Le scénario, c'était une série d'hypothèses sur ce qui pouvait se passer. Et tout au long de l'année de répétition avec des ouvriers, avec un patron, avec des syndicalistes, avec des jeunes gens, j'ai passé beaucoup de temps à vérifier que mes hypothèses étaient justes. Et souvent, on me disait, ah oui, là, mais alors que je pensais être presque caricatural ou aller trop loin dans la violence de ce que je décrivais, ceux qui l'avaient vécu dans leur vie réelle me disaient, non, non, là, t'inquiète pas, t'es très en dessous de la réalité. Ah bon, donc on peut aller un peu plus loin. Donc montrez-moi. Et on allait un peu plus loin et la scène devenait beaucoup plus riche. Après, la méthode tournage à plusieurs caméras, ça va un petit peu avec c'est un peu le prolongement de ce travail-là. C'est-à-dire que je pense que pour un acteur non professionnel en particulier, mais j'ai constaté que pour les professionnels, ça marchait aussi très bien. Pour un acteur non professionnel, c'est plus facile de se mettre dans une scène et de progressivement en éprouver la logique et l'émotion au fur et à mesure que la scène se développe. Plutôt que de faire, allez, hop, là je vais faire un plan ici, et puis après on va faire le contre-champ, et pendant ce plan-là tu vas dire ça, et lui va te répondre ça. Là, on joue la scène comme si on était sur une scène de théâtre, si vous voulez, du début à la fin. Et c'est moi qui, en plaçant les caméras là où je sens que j'ai besoin de les placer, qui vais découper au sein de cet immense plan séquence qui parfois peut durer 10 minutes, je vais découper presque en live la scène en cadres qui vont se répondre. Mais les acteurs sont portés par cette énergie de la scène et ne sont pas en train à chaque fois de se demander, alors là, j'étais dans quel état quand j'ai dit telle phrase, là, puisque je vais répondre, il faut que je sois dans le même état ou pas. Enfin, là, il y a quelque chose de très naturel à se laisser porter par la scène. Voilà, en gros, c'est un petit peu la méthode que j'ai développée depuis Entre les murs. C'est-à-dire que j'ai fait Entre les murs comme ça, et puis ça m'a semblé être la méthode qui me plaisait à ce moment-là. J'ai essayé de l'adapter, enfin, ou de l'utiliser aussi dans un film que j'ai fait après qui s'appelle Foxfire, qui est un film d'époque, avec sur une bande de jeunes filles dans les années 50. Et là aussi, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que les actrices ne sont pas des actrices connues, et on est dans un décor complètement reconstitué, mais dans lequel j'ai tenu à continuer à travailler comme ça, justement pour voir si on pouvait sortir de ce cadre presque documentaire qu'on pouvait ressentir parfois Entre les murs, et appliquer la méthode à quelque chose de beaucoup plus romanesque et de beaucoup plus formel aussi dans le filmage. Parlons, s'il vous plaît, avant d'aller à l'époque de Foxfire, qui est de l'année 12, de votre film qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes l'année 2008.
C'était d'autant plus frappant qu'aucun film français n'avait pas gagné Cannes pendant 21 ans. Et d'un coup, voilà qu'un film qui se passe dans une école, dans un quartier socialement difficile, non? Entre les murs, en espagnol, la classe. Et là, la même chose, c'est des adolescents, 14, 15, 16 ans, c'est des profs, c'est des directeurs d'école, etc. Et vous avez choisi un milieu scolaire marqué par la diversité ethnico-culturelle. Et cela, c'est vrai, frappait beaucoup dans une époque. Et je me rappelle, la France avait gagné les championnats mondiaux du foot et tout le monde était content, tout le monde célébrait, ça a été un véritable choc d'optimisme national, sauf pour l'extrême droite, qui trouvait qu'il y avait trop de Noirs dans l'équipe nationale française et trop aussi des musulmans éventuellement, comme Zidane, entre autres. Non? Bon, donc les films se passent dans un milieu défavorisé où il y a un pourcentage considérable d'enfants de l'immigration. Une jeune tunisienne, un jeune de Mali, un jeune chinois, déjà à l'époque, pour l'année 8, etc. Et les Français de souche, comme on dit, sont des minoritaires parmi les élèves, non pas parmi les profs. Non? Et c'est vrai que je me rappelle lors de la premiation au Festival de Cannes, vous étiez là avec les élèves qui étaient des vrais élèves d'un vrai quartier défavorisé et c'était une chose absolument inouïe à Cannes, que Cannes consacre l'effort d'intégrer toutes les populations et l'idée de base que tous les êtres humains, nous valons la même chose. Dites-nous quel est votre souvenir de cette soirée de votre prix et la photo qui a fait le tour du monde d'un cinéaste français et entouré par tous ces jeunes-là qui venaient de nous frapper dans un film de 2 heures qui vraiment frappe les cœurs, non? C'est un des souvenirs les plus forts de ma carrière, c'est sûr. Cette soirée de remise des prix où on ne s'attendait vraiment pas à ça, parce que là, encore une fois, le film était né de manière un petit peu expérimentale, puisque j'avais animé dans un collège un atelier d'improvisation avec les élèves en leur disant on va essayer de faire un film. Et puis progressivement, le film, on a réussi à le financer et du coup, on l'a fait pendant l'été qui a suivi toute cette année de travail qu'on avait fait ensemble. Et voilà, qui se retrouve déjà sélectionné à Cannes, nous a fait évidemment très plaisir. Et puis c'est vrai que la soirée de remise des prix, je suis monté sur scène avec tous les élèves, tous les jeunes du film derrière moi, et que je me souviens très bien, je me souviens mal, parce qu'il y a eu un moment un peu trouble à ce moment-là, je ne sais plus trop, je sais que j'ai serré la main de Niro qui m'a remis la palme, mais j'ai à peine compris que c'était lui, tellement j'étais en train de me demander, oulala, il va falloir que je dise un mot dans ce micro, mais que dès que j'ai senti que tous ces jeunes gens étaient derrière moi et que les télés étaient en train de le rediffuser dans le monde entier, je pense que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de me dire, voilà, c'est l'image officielle de la France qui est en train de passer ce soir grâce à ce petit moment de joie immense qu'on a vécu à ce moment-là. Et c'est vrai que le fait qu'on soit tous là et que le talent et la beauté de ces jeunes gens soient reconnus et applaudis comme elle l'était, a été peut-être la chose la plus importante pour moi à ce moment-là. Alors, dans ces films-là, ce qui frappe aussi, on avait déjà évoqué à propos d'autres films, c'est qu'il n'y a aucun héros. On ne peut pas trouver admirable ni les profs, ni les professeurs, ni les élèves, enfin, je veux dire, c'est une réalité humaine complexe, comme vous aviez dit tout à l'heure, et pourtant, on est imprégné
dans une atmosphère de tendresse pour les enfants, qu'on sent victime de quelque chose qui n'est jamais dit, mais qui est là. On se dit, c'est vrai, ces jeunes ont une intuition de qu'ils sont et ils resteront victimes d'une discrimination non dite. Et donc, on demande à l'école de pallier à quelque chose qui ne tient pas de l'école, qui est beaucoup plus essentiel, non? Et qui peut-être s'est aggravé après. C'est sûr que le film, je l'ai fait en grande partie parce que, vous savez, l'école est sanctuarisée, en France en particulier. On voudrait en faire une boîte noire, d'abord dans laquelle toute personne étrangère n'a rien à faire, mais avec le fantasme que, que pour apprendre, il faut que les jeunes soient protégés de la violence du monde qui les entoure. Et moi, je pense que ce n'est pas possible, que ces jeunes, ils sont le produit de cette société, ils sont le produit du racisme auquel ils sont confrontés, ils sont le produit de la compétition à laquelle ils sont toujours continuellement confrontés, et que ce que j'avais envie, c'est qu'on sente que le monde entrait entre les murs, que tous ces problèmes de la société, on ne peut pas juste se dire non, non, ils n'existent pas, on les oublie dès qu'on rentre dans le mur. Non, quand on rentre dans une école, on a affaire à ces questions-là. Et certains profs les prennent en compte, d'autres peut-être un peu moins parce que c'est très complexe aussi. Mais en tous les cas, ces enfants, ils sont plus le produit de la violence du monde que de l'école. Et j'ai l'impression que le rôle principal de l'école, c'est bien sûr d'apprendre à lire, à écrire, à compter, mais que c'est aussi apprendre à devenir un citoyen de ce monde-là. Et donc avoir un recul par rapport à ce qu'on vit, pouvoir le commenter, pouvoir en parler, pouvoir se positionner en citoyen face à d'autres, face à cette espèce de petite société qu'est la classe. Et c'est un petit peu ce que le film essaye de faire de scène en scène. D'accord. Alors, il y a une fantôme qui parcourt l'école dans votre film, c'est que si tu ne réussis pas, si tu ne vas pas au bac, si on te vire et on te met dans un lycée technique, tu ne vas pas avoir un boulot bien, quoi. Il y a cette peur, non? La grande menace, c'est attention que tu ne vas pas passer les bacs, tu iras par la voie des garages, comme on dit. Mais pourtant, il y a des jeunes là qui savent qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils ne vont pas pouvoir. Et ces sensations, travail, apprendre la langue française bien et les imperfects du subjonctif, est-ce que ça va être utile pour ces jeunes? On se demande, on veut demander aux profs, tu es sûr que tu les transmets quelque chose d'utile pour eux? Vous pensez que ce film est parcouru par cette sensation d'impuissance impossible et d'idéal du 19e siècle qui tient peut-être plus la route? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'école, en France en tous les cas, et peut-être ailleurs aussi, est une machine de reproduction sociale. C'est-à-dire que il y a eu une époque où on parlait d'ascenseur social, où des enfants d'ouvriers pouvaient assez facilement devenir des intellectuels. C'est de plus en plus difficile parce que la société est de plus en plus dure, parce que la crise économique est passée par là, parce que des enfants qui ont eu du mal à l'école ne seront pas pris en compte parce qu'il y a trop de demandes d'enfants pour faire des études longues, et que finalement c'est bien que quelques-uns ne puissent pas y aller, comme ça libère des places pour les autres. Et
et vraiment, on reproduit. C'est-à-dire que voilà, un fils d'ouvrier a quand même beaucoup plus de chances de devenir ouvrier et un fils de prof a beaucoup plus de chances de devenir prof. Ce qui est presque le plus angoissant, je crois, pour ces jeunes, parce que j'ai beaucoup parlé avec eux de tout ça, évidemment, c'est pas forcément de faire des études courtes, mais c'est surtout de ne pas avoir la possibilité de choisir. C'est-à-dire que certains enfants, à partir de 14 ans, savent qu'ils sont montés dans tel train et pas dans tel autre, et que du coup, ce train-là va les amener à tel endroit, et que l'itinéraire est tracé pour eux avant tout. Et c'est cette espèce d'injonction à être ce que la société veut que vous soyez, qui est presque le plus dur à vivre pour eux. Alors, tous les films reposent naturellement sur les jeux de François Bégodeau, qui avait écrit un roman sur lequel vous vous êtes basé, vous et lui, pour faire les scénarios du film. Pourtant, les personnages interprétés par Bégodeau, plus que jamais dans vos filmographies, n'est pas un héros. C'est un jeune homme qui commet des erreurs, qui traite des filles et des pétasses, qui les escamote, qui ne veut pas les mettre dans les rapports. Tout cela aboutit à un conseil de discipline qui, franchement, à moi, ça m'a rappelé le cas Dreyfus et les conseils militaires. On va passer devant un conseil, on va te vider de l'école à toi, jeune homme d'origine tchadienne, et parce qu'il a été un peu brusque, c'est vrai, il était un peu brusque, il a fait du mal à une fille, mais on sent là, on a l'impression d'un enchaînement des circonstances qui laissent décider sur tous, sur les professeurs, sur les collègues. Enfin, il y a un malaise qui s'installe, pas seulement vis-à-vis des élèves, mais aussi des profs. Oui, ben, je veux dire, là encore une fois, on est dans la complexité, c'est-à-dire qu'on est face à des professeurs qui sont un peu dépassés par le monde dans lequel ils sont censés travailler, qui sont certainement décalés aussi par rapport à ce monde-là, parce que eux-mêmes, toujours en revenant à l'idée de la reproduction sociale, ont certainement eu une vie très différente de celle de ces enfants-là. Et il y a de la fatigue chez les profs qui en ont un peu marre de devoir faire de la discipline alors qu'ils voudraient faire autre chose. Il y a, et chacun est confronté à des problèmes, alors des problèmes professionnels, mais aussi des problèmes moraux. C'est qu'est-ce que ma décision va déclencher sur la vie de cet enfant que j'ai face à moi. Tout ça, je pense que les profs le vivent, le ressentent, l'éprouvent très fort, et que, ben oui, on n'est pas des héros, et que du coup, on fait des bêtises parfois. Une impulsion nous amène à dire une chose qu'on regrette d'avoir dite, mais sauf qu'une fois que c'est dit publiquement, ben c'est là et ça reste, et du coup, il faut faire avec. Et c'est en ça que, même sur l'écriture d'un scénario, c'est quelque chose qui me semble intéressant à toujours avoir en tête. C'est se dire, voilà, il y a des choses illogiques qui peuvent se produire. Il y a des choses immorales qui peuvent se produire. Il y a des choses surprenantes qui arrivent comme ça dans un scénario. Et ben ouais, parce que la vie, elle est comme ça. Parce que la vie, elle n'est pas aussi logique qu'un scénario bien huilé dans lequel on arrive à faire que chaque scène débouche sur une autre scène qui lui répond ou qui en est l'aboutissement. Je pense que la vie, elle est pleine de ces moments où des choses nous dépassent, où les logiques sont balayées, et que ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est parfois de prendre ce risque-là, prendre le risque de cette absence de logique et de cette absence de morale. Une chose qui m'avait frappé aussi dans ces films-là, Entre les murs, c'est l'absence quasi totale des pères. Ces jeunes-là ne semblent pas avoir un père, sauf les Chinois.
puisque le père s'est fait déporter, et il est arrêté par la police parce qu'il n'avait pas de papiers et il a toute une, disons, inquiétude autour de l'éventuelle déportation. Mais pour le reste, il n'y a pas, ça n'existait pas. Et il y a les mères. Je pense que la seule scène d'humour du film, c'est celle où une des profs annonce qu'elle est enceinte à la surprise générale, non? Et très drôle et très joyeux. Alors, je précise que les profs qui jouent dans le film, tout comme les élèves, sont les vrais profs Oui, du collège, hein, avec qui c'est ça, oui, c'est travaillent ça. avec les élèves. Et je suis même sûr que la machine à café est la vraie machine à café, non? Elle joue un rôle très important, la machine à café aussi. Mais en tout cas, il y a cette fille qui annonce à la surprise générale qu'elle est enceinte. On ne sait pas de qui, enfin, mais on n'a pas à le savoir, non? Et la mère, la puissance maternelle, je dirais presque la Vénus africaine, non, comme celle qu'on a dû rendre à l'Afrique du Sud, et la maman tchadienne qui se présente habillée avec sa coutume traditionnelle pour défendre son fils, qu'on ne chasse pas de l'école et qui, ce qu'on découvre d'elle, c'est qu'il ne parle pas un mot de français, qu'il ne parle pas un mot de français et qui doit se faire traduire par le fils qui est soumis au conseil de discipline. Et ça correspond à quelque chose là parmi ces jeunes. Les pères ne s'intéressent pas, ne sont pas trop présents. Il y a une espèce d'abandon. C'est sorti comme ça dans les films. Non, je pense que ça reflète peut-être le fait que les pères travaillent souvent dans des conditions très, très dures, sont parfois travaillent de la nuit, le jour, ou ont une vie professionnelle très instable et très compliquée aussi, et que du coup, ils ont du mal à s'investir peut-être dans l'éducation de leurs enfants. Et puis, il y a peut-être aussi une tendance au matriarcat assez fort dans certaines cultures, et où la mère a un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Mais c'est vrai que par contre, le personnage de la mère de Suleiman, donc, qui assiste à ce conseil de discipline, pour moi, c'est la première idée que j'ai eue avant même de lire le bouquin de François Bégodeau. J'avais envie de filmer ce conseil de discipline avec cette femme qui ne comprend pas, et à qui le fils, humiliation suprême, est obligé de traduire tout ce qui est dit de très méchant contre lui, et encore plus difficile pour lui de traduire toutes les choses très, très gentilles que la mère essaye de dire au prof. Et cette scène-là je ne savais pas ce qu'allait devenir le film, mais cette scène-là, je l'avais en tête et je voulais trouver une façon d'y arriver, je pense. Et j'ai lu le bouquin de François Bégodeau et je me suis dit, voilà, François m'amène une réalité, cette réalité, où on revient à la discussion qu'on avait au tout début. François Bégodeau a été professeur pendant 10 ans dans ce type d'établissement, et donc il a accumulé une expérience de vie très très forte qu'il a retranscrite dans son livre et qu'il a retranscrit aussi dans sa manière d'être, lui, acteur face à la classe. D'accord. Je peux rendre témoignage, j'étais parent pendant ces années, et très souvent, à toutes les visites qu'on faisait dans l'école avec la classe, les seuls hommes étaient moi et les mères de famille, et dans les jardins publics à côté, etc. Je pense que ma fille ne le reconnaît pas trop, hein, et ne se souvient pas trop, mais la vérité, c'est que je me suis retrouvé dans un bus d'école avec 40 élèves, dont 8 parents, tous étaient des femmes, sauf moi qui pourrais arranger mon emploi du temps, bien heureusement. Et je voulais vous demander quel est le public de vos films en salle commerciale, à Paris et ailleurs, puisque ce film-là, qui a gagné Cannes, Entre les murs, c'est un film d'où on sort frappé, pour ne pas dire un peu déprimé, non? Et, je veux dire, cette scène finale où d'un coup, une fille qui ne s'était pas fait, qui ne s'était pas montrée, dit, prof, sachez que pendant l'année, je n'ai rien appris.
rien appris. Et le prof fait un effort pour trouver que oui, qu'il a dû apprendre quelque chose de la chimie ou de l'éducation physique ou de l'histoire ou de la langue française ou de la mathématique. Mais non, je sens que je n'ai rien appris. Et c'est un grand désespoir qu'il envahit vis-à-vis des jeunes, non? Vis-à-vis de ces jeunes-là. Ce que j'aime dans cette scène, c'est qu'effectivement, les uns et les autres donnent des petits exemples de choses qu'ils ont apprises. Et elle dit non, moi j'ai rien appris. Et puis finit quand même par lui dire, mais enfin, tu as lu des livres. Et puis elle dit, oui, oui, j'ai lu Attends. Platon. Alors là, le prof est très très surpris. Et elle dit non, mais c'est ma sœur qui le lisait, donc j'ai eu envie de le regarder et ça m'a plu. Et ce qu'elle dit de Platon, la façon dont elle résume la maïotique, marche, enfin, est plutôt très très intelligente. Et donc moi, je pense qu'elle a appris. Elle a appris à être curieuse, elle a appris à avoir envie de regarder un livre de philosophie qui va peut-être lui passer au-dessus de la tête, mais qu'en même temps, elle y a trouvé quelque chose. Et c'est vrai que de toute façon, c'est très très difficile de faire la liste de ce qu'on a appris. Oui, comment on dit, je voyais que ça, un théorème de mathématiques, on sait qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas. Mais la langue française ou la langue espagnole, on ne sait pas forcément ce qu'on a appris et ce qu'on ne sait pas et ce qu'on sait, quoi. Donc je pense que c'est, en tous les cas, ce que je voulais à travers ça, c'était quand même plutôt montrer quelque chose de joyeux dans cette scène-là. C'était montrer que même quand on croit ne pas avoir appris, eh ben si, on a grandi, on a acquis plein de choses, quoi. Oui, oui, il y a de l'humour, c'est vrai, puisque lorsque la fille veut se souvenir qui est le mec qui parle dans les livres de la République, Socrate, oui, oui, ça, Socrate, non? Elle avait oublié le nom de Socrate, qui est pourtant le personnage de la République. Et je répète donc la question, comment vous percevez les publics de vos films dans les salles commerciales? Parce que vous avez parlé sur les réunions, des satellites, etc. Mais dans les salles commerciales, parce qu'il m'est arrivé dans une salle du 14e, Montparnasse, c'est vrai que c'est le berceau du cinéma parisien, non? Applaudir. Les gens applaudir comme s'ils avaient assisté à une manifestation des valeurs et d'affirmation de la République, justement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas partout, parce que c'est un film dur qui ne fait pas des cadeaux, disons, non? Alors, le cas d'Entre les murs est très particulier, parce que ça a été un succès commercial énorme. Il y a eu 1 700 000 entrées en France. D'habitude, mes films font 200 ou 300 000 entrées et je suis content. Donc, hélas, de manière très surprenante, énormément de jeunes sont venus voir le film. Après Cannes, après absolument. Et je pense qu'ils avaient envie de voir, d'abord de se voir représenté à l'écran, de voir comment des vieux pouvaient restituer quelque chose de leur vie à eux, et que quand ils voyaient le film, eux le prenaient plutôt pour quelque chose, alors d'abord, ils y reconnaissaient beaucoup de leur moment de vie, et ils étaient assez... Enfin, je pense que le film, ils avaient le sentiment que le film leur rendait justice. Et ça m'a fait très plaisir. Parce que c'est vrai qu'en dehors de ce film-là, mes films attirent quand même souvent des gens beaucoup plus âgés. C'est d'ailleurs un des problèmes du cinéma français et je pense mondial, c'est que la cinéphilie a vieilli. Et que c'est vrai qu'il m'arrive de faire des débats après mes films dans des salles où il y a plus de cheveux blancs que de casquettes, si vous voulez. C'est pas, voilà, il y a plus je sens que le public vieillit avec moi. Ce qui est toujours un petit peu angoissant, évidemment. Et le temps commence à approcher de la fin et j'ai encore plusieurs questions, donc permettez-moi d'aller un peu vite. Et vous Allons-y. avez parlé sur les choses qui vieillissent. Hélas, ce n'est pas que le cinéma qui vieillit, la radio, par exemple, aussi, qui écoute la radio aujourd'hui. Quand je suis arrivé en France et avant,
la radio était le moyen par définition. Mais d'autres choses, l'université, la philosophie, je ne sais pas. Bon, donc, je voulais vous demander pour le film qui va sortir bientôt, Arthur Rimbaud, parce que là, Rimbaud avec O à la fin, hein, pas AUD. Parce que là, vous avez essayé de plonger dans ce qui ne vieillit pas, mais au contraire, qui est en train de naître et de s'implanter partout dans le domaine de la vie, qui est le monde des réseaux sociaux, et c'est le monde dans lequel les adolescents, et même plus jeunes que ça, s'accrochent le plus et s'installent dans ce monde virtuel. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cet Arthur Rimbaud qui doit, je pense, être présenté cette année, non? Doit sortir en salle cette année. Il va sortir en décembre. Oui. Ouais, j'avais envie de me confronter justement à cette question qui me semble essentielle aujourd'hui des réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que s'y concentre toute la violence de notre société. C'est-à-dire qu'on dit les choses en quelques mots, 140 caractères, peut-être 280 maintenant, et qu'en 3 phrases, il faut avoir d'une part le mot qui va accrocher, et puis donner le sentiment qu'on a un avis très arrêté sur les choses. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un petit peu justement la négation de cette complexité qui me semble intéressante dans la vie. Et c'est vrai qu'on est bien obligé de constater que ces réseaux sociaux prennent progressivement une place de plus en plus grande dans nos façons de communiquer, de penser, de penser la politique, et que j'avais envie de l'explorer un petit peu. D'accord. D'autre part, vous avez parlé sur le cinéma français. Et cela m'a fait penser à quel auteur, à quelle période du cinéma français, à quel mouvement, école, tendance, etc., vous sentez-vous plus proche? De qui vous avez appris des choses quand vous étiez jeune homme, quand vous étiez adolescent? Quels étaient les films qui vous faisaient rêver le plus? Alors, le cinéma français, pour moi, il y a une figure tutélaire, c'est évidemment Renoir, parce que là aussi, Renoir, il regarde le monde, il regarde des individus qui se débattent dans un monde complexe, et puis il leur donne la chance d'exister à chacun d'eux. Il y a cette tendresse aussi pour ces personnages qui me touche beaucoup. Il y a un engagement mais, presque physique dans chacune de ces scènes qui me touche beaucoup. Il y a Piala, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé et qui me bouleverse souvent. Mais il y a aussi évidemment Bresson, que je trouve magnifique et qui reste en même temps un objet tellement particulier que Robert Bresson. Robert Bresson, oui, oui, oui. Il y a... Bon, évidemment, j'ai été aussi formé par la nouvelle vague. C'est vrai que les films de Godard, les films de Truffaut sont des films que j'ai vus étant très jeune. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai vu Le Mépris, c'était à la télé, sur une petite télévision noir et blanc. Et je me rappelle avoir, je ne sais pas, je devais avoir 12 ou 13 ans, et m'être dit, ah, ça peut être ça aussi le cinéma. Le cinéma, c'est pas seulement une histoire racontée de manière linéaire, mais on peut aussi la raconter comme ça. Et puis on peut aussi faire des ellipses totalement surréalistes comme ça, avec d'un seul coup ces visages de statues peintes qui se détachent sur le fond du ciel. Et tout ça, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir un maître. J'ai pas le sentiment d'avoir de m'inscrire comme ça dans une lignée particulière. Mais je sais que tout ça, ça m'a fabriqué, ça m'a formé, mais après, j'ai aussi énormément vu de films italiens, de films américains, de films
du monde entier. Et c'est une des chances qu'on a en France, c'est qu'on a encore des salles de cinéma, on a encore des salles qui prennent ce risque-là aussi de nous montrer ou nous remontrer des films qui ne sont pas dans l'actualité comme ça des sorties. Et, et vous avez montré que vous êtes conscient de la réaction du public, et vous maîtrisez les chiffres d'audience et l'âge moyen. Est-ce que vous pensez que votre rapport avec le public a changé au fur et à mesure que votre œuvre s'est élargie? Non, ça, le rapport avec le public, moi d'abord, je l'éprouve toujours très fort parce que je fais énormément de présentations de mes films. D'abord des avant-premières, puis ensuite je vais pendant plusieurs mois, souvent après la sortie des films, rencontrer le public dans les salles, parce que là aussi, il y a énormément de salles en France qui font ce travail-là, et que ça me semble être mon boulot aussi de participer à rendre le cinéma vivant comme ça dans les salles. Et j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que le rapport qu'on a aux œuvres, il n'a peut-être pas beaucoup évolué, qu'il y a quelque chose d'assez essentiel comme ça qui se joue dans une salle de cinéma, dans le rapport qu'on a à un personnage, à une histoire, et que les émotions qu'on y éprouve, elles sont à peu près du même ordre que celles qu'on a pu éprouver au début de l'histoire du cinéma face à un film, quoi. D'accord. Et vous pensez que plus vous vieillirez, plus vous saurez garder un rapport et la capacité de vous adresser à des publics de plus en plus jeunes pour vous? Je n'y pense pas énormément. J'espère ne pas devenir un dinosaure qui ressasse ces mêmes histoires du début à la fin de sa carrière. J'espère, oui, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. Ça m'intéresse d'aller fouiller les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est le monde de demain qu'on est en train de fabriquer à travers eux, et que forcément c'est passionnant de le regarder. Mais je le fais pas parce que c'est un sujet qui va plaire aux jeunes, quoi. Je le fais parce que moi c'est un sujet qui m'interpelle, quoi. En tout cas, il y a un point sur lequel vous devrez raconter le reste de votre vie aux futures générations, qui est qu'est-ce que fait un cinéaste pendant la pandémie de 18 mois? Comment vous avez réussi à faire un film qui va sortir le mois de décembre, ce qui signifie que vous avez dû les tourner avec naturellement une masque dans la tête et éloigné des gens et vacciné, je ne sais pas comment. Non, non, en fait, pas du tout. Le film était tourné avant. Ah, J'étais en montage au moment du début de la pandémie. Et on a fini le mixage du film après la première vague en France. Et donc le film est prêt depuis un an, et depuis un an on attend le moment pour le sortir. Après, ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, non, c'était pas très glorieux, hein. J'avais l'impression que justement il me manquait un contact avec le monde pour même avoir envie d'écrire quelque chose, quoi. Cette réclusion à laquelle on était condamné, moi, m'a un peu coupé toute, toute énergie et toute capacité à travailler, quoi. Et c'était un moment assez pénible. Encore heureux que vous ayez déjà les films et que vous ayez pu les monter pendant cette période pour les sortir là en décembre, non? Mais comment vous avez survécu au manque de salles de cinéma? Parce qu'on dit souvent en France qu'on est né d'abord de sa mère et puis un jour d'une salle obscure de cinéma. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on est tenté de le croire. Oui. Non,
bah, c'était une des choses qui me manquait le plus. Il y a deux choses qui me manquaient, c'était pouvoir aller boire un coup avec des copains et puis aller voir des films, quoi. Et dès que les salles ont réouvert, en une semaine, j'ai vu 6 ou 7 films. J'y allais tous les jours parce qu'il y avait comme ça une envie peut-être de rattraper le temps perdu et puis de, voilà, d'avoir à nouveau une image du monde, quoi. Direz-vous que la France soutient son industrie cinématographique et soutient ses cinéastes mieux que d'autres pays européens, à travers les impôts, à travers Oui. l'affectation d'une partie du prix du ticket, à partir et aussi subventions et des écoles, comme celle que vous avez fait, vous, non? Oui, enfin, moi je pense qu'effectivement, on est très privilégié en France parce que, mais c'est Malraux qui, en 58, je crois, a eu cette idée géniale de dire, bon, le cinéma c'est un art, mais c'est aussi une industrie, et que pour que ça fonctionne, il faut l'aider. Et puis surtout, il a eu cette autre intuition qui est que de toute façon, il y a un cinéma mainstream qui, à la limite, n'a pas vraiment besoin d'être aidé, euh, mais que compenser la violence du marché était important si on voulait conserver une diversité de production. Et c'est vrai que la France continue à avoir des films à tout petit budget qui se font, des films qui peuvent se permettre d'être montrés dans quelques festivals et être vus par quelques milliers de personnes. Mais ces films ont le mérite d'abord de donner une autre image du cinéma et puis aussi de créer de créer des réalisateurs ou des réalisatrices, des gens qui ont la chance de pouvoir comme ça expérimenter un jour un film et à qui on redonne une autre chance et tout ça c'est vrai qu'il y a que c'est pas le marché qui le ferait et que les subventions qu'on a mises au point en France, savoir l'aide à l'écriture, des aides à la production à travers l'avance sur recette, des aides aux producteurs, des aides automatiques que les producteurs touchent sur un film pour le réinvestir dans le film suivant. Enfin, tout ça, c'est un système très vertueux que d'ailleurs certains pays ont copié. Hein. Le grand essor du cinéma euh, euh, pas taïwanais, coréen, date de l'époque où il y a eu un accord entre, enfin, où le centre du cinéma coréen a presque reproduit à l'identique le système d'aide française. Et là, d'un seul coup, la production s'est diversifiée et des gens sont allés au cinéma et les films se sont faits. Et voilà. Donc voilà, non, je pense qu'en France, on a encore cette chance-là. Il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. C'est-à-dire que là, je pense que d'une part, la pandémie risque de nous avoir fait un peu mal aussi, parce que je pense que les gens ont pris des habitudes, ont pris aussi des abonnements aux chaînes payantes, et que j'espère que l'envie de cinéma, l'envie de salle de cinéma sera aussi présent qu'il l'était avant. Et puis aussi parce que du coup, les producteurs ont de plus en plus de mal à financer des films un petit peu plus fragiles que les autres parce que la crise fait que ouais, il y a une question de rentabilité qui s'est imposée beaucoup plus. Bien Donc, sûr. Vous avez fait l'école, la FEMIS, qui est très célèbre et très prestigieuse en France. Qu'est-ce que c'est que le plus important que vous avez appris à la FEMIS? alors moi, c'était pas la FEMIS encore, parce que je suis vieux, ça s'appelait l'IDEC à l'époque. Oui. C'était un peu l'ancêtre de la FEMIS.
Ce que j'ai appris d'abord, j'ai découvert vraiment ce que c'était que de faire un film. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup voir des films, mais je n'avais aucune idée de la façon dont on les fabriquait, si vous voulez, et que j'ai passé 3 ans à faire des films, les miens, ceux des copains, en tant que technicien. Et puis l'autre chose la plus importante peut-être, ça a été les rencontres que j'y ai faites. Rencontres avec des professionnels, bien sûr, des profs, des professionnels qui venaient nous donner des cours, mais aussi des rencontres avec mes camarades de promotion, avec qui j'ai appris à travailler pendant ces 3 années et avec qui j'ai continué à travailler tout au long de ma carrière. Et Robin Campillo, avec qui j'ai écrit et monté mes films jusqu'à il y a peu de temps, était mon meilleur copain de l'époque. Enfin bon, Gilles Marchand, Dominique Moll, enfin tous les gens avec qui on peut retrouver encore au générique de mes films aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés à l'IDEC parce qu'on a appris à travailler comme ça, parce qu'on a appris à travailler ensemble, parce qu'on a appris à se dire que voilà, si on est plusieurs à penser, on pense mieux que quand on est tout seul. Et Une dernière question qui vient pour beaucoup de ce que les aficionados au festival se posent. Lorsqu'on vous a proposé de participer dans le Festival de cinéma de Lima, c'était quoi pour vous Lima? C'était quoi le Pérou? C'était quoi l'Amérique latine? Qu'est-ce qui arrive de chez nous à un cinéaste français de votre génération? alors, il arrive d'abord toute une histoire du cinéma que j'ai traversée comme ça en voyant les films alors c'est plus des cinéastes soit brésiliens comme je sais pas Rui Guerra ou Glaber Rocha ou voilà, ces espèces de figures. On a vu énormément de films argentins aussi en France. Alors là, il y avait déjà avant Hugo Santiago, sûrement, qui était, moi, enfin, dont j'aime beaucoup les films. Mais après, il y a eu toute cette génération des jeunes cinéastes qui sont arrivés aux alentours des années 2000, quoi, avec Trapero, pardon, Lucrecia. Lucrecia Martel, qui évidemment fait partie de celle qui m'a. Enfin, moi, quand j'ai découvert la Ciénaga, j'ai été bouleversé et je me suis dit qu'il y avait quelque chose même là aussi une nouvelle façon presque d'envisager le récit, le filmage. Enfin, voilà, il y a mais c'est vrai que je suis désolé, mais je n'arrive pas à mettre un nom de cinéaste péruvien sur. Vous n'avez pas à vous en excuser. Par contre, les Pérou, en dehors du cinéma, c'est quoi? Lorsqu'on vous a dit, on veut passer des films à vous au Pérou, c'est quoi ces mots-là, Pérou, pour vous? Ah bah, le Pérou, il y a d'abord quelque chose de presque mythologique pour moi dans ce et puis c'est peut-être aussi Aguirre ou la colère des dieux, et puis après il y a aussi tout ce qui politiquement a pu se jouer dans cette région du monde auquel je suis évidemment sensible parce que voilà, ça m'intéresse de voir comment d'autres façons de penser la politique peuvent s'expérimenter aussi chez vous. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très, très impatient de connaître les résultats des élections à venir, enfin des élections en cours. Oui, oui. Merci beaucoup, Laurent Canté, pour le temps que vous nous avez consacré, pour l'intérêt dont vous avez fait preuve pour le Festival du cinéma du Pérou. On est ravis de pouvoir voir vos films et on espère pouvoir voir bientôt aussi Arthur Rimbaud. Merci beaucoup et que vous finissiez très bien
cette année, espérons, de sortir de la pandémie. Bonne journée pour vous et félicitations pour votre travail comme cinéaste. Ben, merci beaucoup et puis bonne chance à vous tous, bon courage pour la fin de cette pandémie. J'espère qu'elle va aussi se présenter chez vous. Et puis peut-être une autre fois au festival, en vrai, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. On le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt. Bon, ça a été notre entretien avec Laurent Canté, cinéaste français, invité au Festival de cinéma de Lima. Au revoir.